C'est l'heure des informations sur Canal Vimpera. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina Faso veut mettre l'accent sur l'importance des TIC en milieu éducatif. Voici donc l'intérêt de la première édition de son salon des innovations technologiques en matière d'éducation. Un salon qui a ouvert ses portes ce jeudi. Un élément à suivre dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Tout d'abord, le traditionnel Conseil des ministres. Le gouvernement approuve la réforme des textes régissant la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. C'est l'annonce faite au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 20 septembre 2023. Un conseil qui a été présidé par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Plus de détails avec Abibalaï Bourema. Au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil des ministres de ce mercredi 20 septembre a adopté un rapport relatif à la modification du décret portant statut de la CCIBF, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Cette décision de réformer les textes régissant la CCIBF vise à mieux orienter ses actions. Le Conseil a décidé en cette matinée de réformer les dispositions des textes régissant la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso afin de mieux orienter ses actions vers la défense sans exclusive des acteurs du commerce et de l'industrie dans notre pays. La réforme consiste donc à mieux responsabiliser les acteurs même du commerce et de l'industrie vis-à-vis de la Chambre de commerce en instituant un mécanisme de cotisation désormais pour servir le fonctionnement des instances consulaires et les activités de tous les membres de cette instance. Elle consiste aussi à recadrer et à rationaliser la gestion des ressources de cette institution qui, je voudrais le préciser, sont des ressources publiques qui ont été concédées par l'État à l'institution afin que ces ressources puissent être orientées vers le développement du commerce, vers le développement de l'industrie dans notre pays. Enfin, elle consiste aussi à faciliter et accélérer la réalisation d'un ensemble de grands projets structurants de développement du secteur dans le cadre du plan d'action pour la stabilisation et le développement à travers une meilleure précision et gestion importante des pouvoirs et des rôles des hommes et des femmes qui animent cette institution. Donc, grosso modo, ces réformes visent à amener la Chambre de commerce à davantage être accentuée vers les missions et les rôles qui lui ont été confiés en matière de développement du commerce et de l'industrie dans un contexte actuel de transition et de lutte contre le terrorisme où notre pays a vaillamment besoin de la synergie d'ensemble de toutes les institutions dans ce domaine pour qu'ensemble nous allons vers des lendemains meilleurs pour notre pays, le Burkina Faso. Pour le compte du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, l'exécutif a adopté un projet de décret portant modalité du secours au ministère en charge de la construction et de l'architecture pour la construction des ouvrages publics. Le gouvernement a fait un certain nombre de constats et des insuffisances notées au niveau de la construction des ouvrages et édifices publics. Et l'une des raisons de ces insuffisances est le fait que le ministère en charge de la construction et de l'architecture était insuffisamment impliqué dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des projets d'infrastructures publiques. Et donc, partant de ce constat, le Conseil des ministres d'aujourd'hui a adopté un décret portant modalité de recours au ministère en charge justement de la construction et de l'architecture pour tout ce qui est infrastructure et édifices publics. Et concrètement, il va s'agir que le ministère en charge de la construction et de l'architecture va assister les ministères et institutions publiques dans la formulation, dans l'expression de leurs besoins et également les assister dans la réalisation des études préliminaires. Et une fois que ces études préliminaires sont réalisées, on développe le programme architectural et technique assorti d'une estimation financière. Et donc ces estimations financières sont transmises au niveau du ministère en charge du budget
pour justement l'élaboration du budget programme. Et dans la phase études techniques, c'est le ministère en charge de la construction et de l'architecture qui va être responsable de la réalisation des études ou qui valide les différentes études techniques détaillées de ces projets-là. Et également dans la phase de mise en œuvre de la construction de ces projets, le ministère en charge de la construction et de l'architecture est impliqué de bout en bout et également participe au niveau des commissions de réception de ces ouvrages-là, y compris également le volet on va dire entretien de ces ouvrages-là. Le ministère est associé au niveau avec le ministère en charge du patrimoine non financier pour la suivi, la supervision des infrastructures publiques qui sont réalisées. Donc l'adoption de ces décrets permettra au ministère justement en charge de la construction d'être impliqué de bout en bout au niveau de la chaîne de construction pour pouvoir nous assurer de disposer des infrastructures publiques qui sont construites suivant les normes de qualité et on va dire dans les règles de l'art. Donc c'est vraiment l'objectif de ce décret-là et il vient corriger un certain nombre d'insuffisances qui sont constatées dans la faible implication du ministère au niveau de la construction des infrastructures publiques. Donc vraiment c'est l'objet du décret portant recours obligatoire du ministère en charge de la construction, voilà, et qui a été adopté ce jour en Conseil des ministres. Nous vous l'annoncions en titre. Ouagadougou abrite depuis ce matin la toute première édition du Salon des innovations technologiques en matière d'éducation. Une vision de l'AESEB, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina Faso, qui entend à travers donc ce salon donner l'importance des TIC en milieu éducatif. Plus de détails avec Abibale Bourema, Yannick Kabouré. Je déclare ouverte la première édition du Salon des innovations technologiques en éducation. L'introduction des TIC, les technologies de l'information et de la communication dans le domaine pédagogique et administratif étant un impératif, l'AESEB, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires du Burkina, en collaboration avec AXI, l'Association internationale des écoles chrétiennes, organise un salon de 2 jours sur les innovations technologiques en matière d'éducation. La tenue de ce salon va en droite ligne avec notre programme d'activité 2023 qui est de faire connaître l'AESEB et d'informer davantage nos membres par rapport aux technologies de l'information et les différentes innovations dans le domaine de l'éducation. C'est les logiciels de gestion des établissements, les différents logiciels liés à l'éducation, au domaine de l'éducation. Introduire les TIC dans la filière éducative de nos jours est une idée incontournable. Parce que comme vous le savez, depuis l'apparition de l'Internet, notre système éducatif est, j'allais dire, envahi par les TIC qui, il faut le dire, apportent de grands changements au niveau de notre système éducatif. Parce que ces TIC-là permettent d'améliorer les enseignements-apprentissages au profit donc de nos enfants. Donc, ce sont des domaines incontournables aujourd'hui si nous voulons vraiment avancer. Nous sommes dans l'ère du temps, j'allais dire. Donc j'apprécie positivement l'organisation de cette foire. Dans cette perspective, les TIC sont abordés comme des outils de facilitation à des fins d'enseignement et d'apprentissage pour accroître la qualité de l'éducation. Même si les acteurs de l'éducation, le monde éducatif, n'avait pas pensé à introduire la technologie dans l'éducation, la technologie s'est déjà invitée dans l'éducation. Aujourd'hui, nous éduquons nos enfants, les enfants s'éduquent, tout le monde s'éduque à travers les téléphones portables, les ordinateurs, les applications, etc., etc. Et que le monde actuel est vraiment en marche avec la technologie. Donc l'éducation ne peut pas se mettre à l'écart de la technologie. Et il faut que nous allons ensemble. Nous avons aussi trouvé ça très important parce que la formation de la nation et l'éducation de la nation, bon, c'est la responsabilité de tous en tant que responsables. Donc ça marque aussi l'importance de nous rassembler main à main pour pouvoir travailler de mieux. Donc ce salon aussi, bon, c'est très pertinent parce qu'avec le temps, toutes les choses évoluent. Il faut aussi que les technologies évoluent en même temps. Donc, c'est une bonne initiative. Le MENAPELEN félicite les organisateurs et promet de les accompagner également pour les prochaines éditions. Au terme de ce salon, l'objectif est que chaque membre de l'AESEB puisse implémenter les différentes innovations.
Autre sujet dans cette édition, venu de Réo, de Koudougou, Sabou et bien sûr de Ouagadougou, les acteurs du textile artisanal et de la mode nourrissent la réflexion autour de la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso pour mieux apporter leur contribution à l'effort de paix. Pour ce faire, ils ont invité des panélistes à même d'éclairer leur lanterne sur plusieurs thématiques. Le point avec Odette Zangena chez Dontab Sova. La situation sécuritaire qui prévaut au Faso préoccupe à juste titre tous les fils et filles du pays. Chaque composant de la société est à pied d'œuvre pour apporter son grain de sel à l'effort de paix. C'est à cet effet que les acteurs du textile et du monde de la couture n'ont pas voulu être en marge de l'appel au sursaut patriotique. Et ce panel en est une réponse. Venus de Koudougou, Réo, Sabou et Ouagadougou, ces acteurs du textile artisanal et de la mode veulent jouer leur partition dans cette lutte effrénée contre l'insécurité. Bon, pourquoi nous avons décidé d'organiser ces panels? Il faut dire que nous sommes des associations. Une association, l'association des professionnels du textile de Burkinabé et l'association nationale des couturiers du Faso. Voilà, nous avons des membres et les membres sont trop conséquents. Par contre, des associations réunies vaut 1000 membres. Bon, dans le contexte sécurité, nous avons vu que dans la plupart, dans le domaine du métier, les gens ne sont pas trop informés. Il y a un problème d'information, il y a un problème de faire passer le message. Donc à notre niveau, nous en tant que les premiers responsables des associations, on peut passer des informations, mais nous ne sommes pas les personnes ciblées pour passer ces informations. C'est pourquoi nous avons organisé cette panel maintenant pour appeler les professionnels de venir partager avec nous l'espérance qu'ils ont dans ces métiers. Et c'est le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, le docteur Jacob Yarabatouala, qui a ouvert la marche de communication. Sans langue de bois, l'homme passionné de la culture a assuré aux participants que leurs apports ne seront pas vains. Nous avons demandé aux couturiers de ce pays de participer à l'effort de conscientisation et d'appel au sursaut patriotique de notre pays en faisant des créations qui sont originales pour l'armée, pour les VDP, pour que l'on sache que malgré tout, nous tenons bon. Nous avons aussi demandé aux couturiers de ce pays de faire en sorte que les petits sous qu'ils ont puissent être également mobilisés pour l'effort de paix. Et enfin, nous avons demandé que les jeunes gens qui sont dans ce métier, à un moment donné, puissent se décider également d'aller au front, de s'enrôler comme VDP. Tant que les mamans, les jeunes du pays, en tout cas dans nos régions, dans nos villages, en tout cas avec cette sensibilisation, nous on était déjà même devant pour ça. En tout cas aujourd'hui, on grouillait mais ça n'était pas arrivé. Mais grâce à ce que notre président, il a pu nous mobiliser, président Maradona, pour pouvoir venir ici suivre, arriver dans nos villages, dans nos secteurs, dans nos régions, il y aura beaucoup de changements pour ajouter. Et nous parlons toujours de sécurité pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a insisté ce mercredi à la tribune de l'ONU pour que s'opère un retrait accéléré des casques bleus de son pays. Nous l'écoutons dans cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a insisté mercredi à la tribune de l'ONU pour que s'opère un retrait accéléré des casques bleus de son pays, regrettant que ces derniers n'aient pas pu tenir tête aux groupes armés. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. La RDC avait déjà réclamé au Conseil de sécurité début septembre le retrait accéléré de plus de 15 000 casques bleus. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO
pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Ces discussions autour du retrait de la MONUSCO interviennent alors que l'ONU a fait face à une série d'attaques et de manifestations contre la présence des casques bleus en République démocratique du Congo. Fin août, la répression d'une manifestation anti-ONU avait fait une 50aine de morts à Goma dans l'est du pays. Et comme annoncé dans l'une de nos éditions précédentes, l'Arabie Saoudite et Israël se rapprochent d'un accord de normalisation de leurs relations qui serait historique. Il s'exprime très peu dans les médias, signe de l'importance d'une telle prise de parole. Dans une interview donnée à la chaîne américaine Fox News, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman affirme que la normalisation entre Israël et son pays serait proche. Il n'a néanmoins pas omis d'aborder la question palestinienne. L'administration du président Biden s'efforce de parvenir à une normalisation avec Israël. Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons résoudre cette question. Et nous avons de bonnes négociations, elles se poursuivent jusqu'à présent. Nous devons voir où cela va nous mener. Nous espérons qu'elles aboutiront à un résultat qui facilitera la vie des Palestiniens et qui fera d'Israël un acteur au Moyen-Orient. Il y a eu des informations selon lesquelles vous aviez suspendu les négociations. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Vous pensez donc que si vous deviez caractériser la situation, vous en êtes proche ? Chaque jour, nous nous rapprochons. Il semble que ce soit la première fois qu'il s'agisse d'un vrai projet. C'est sérieux et il faut voir comment. Autre sujet abordé au cours de l'entretien, le programme nucléaire iranien. S'ils obtiennent l'arme nucléaire, nous devons en obtenir une pour des raisons de sécurité, pour équilibrer les pouvoirs au Moyen-Orient. Mais nous ne voulons pas faire cela. Une déclaration qui fait office d'appel du pied au président américain Joe Biden. Car en échange d'un accord avec Israël, Riyad espère obtenir la protection nucléaire américaine. Une interview qui n'a pas manqué de faire réagir le président iranien, lui aussi à New York. Nous pensons qu'une relation entre les pays de la région et le régime sioniste serait un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et de la résistance palestinienne. Des propos qui interviennent alors que Benjamin Netanyahou a rencontré Joe Biden ce mercredi pour la première fois depuis son retour au pouvoir en Israël. Le président américain poursuit ses efforts en vue d'une normalisation entre Jérusalem et Riyad. Nous parlons de santé avant de terminer cette édition. Cancer chez l'enfant, comment faciliter l'accès aux médicaments dans l'Union européenne? Élément de réponse dans ce reportage. En 2016, Faye a soudainement commencé à tomber malade fréquemment. De novembre à Noël, nous avons pratiquement passé tous les week-ends à l'hôpital. En janvier, après le Nouvel An, notre fille ne pouvait plus se servir de son bras gauche. L'un des médecins y a vu une alerte et alors ils ont fait un scanner du cerveau. Ils ont ensuite analysé la tumeur en laboratoire. 5 jours plus tard, ils nous ont annoncé qu'il s'agissait d'une tumeur cérébrale agressive appelée ATRT. Il s'agit d'un cas très rare qui ne se produit pas souvent chez les enfants. Mais quand on vous diagnostique une telle tumeur maligne, vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'options. Faye vivait avec ses parents dans le nord de la Belgique. Elle a été traitée par une combinaison de chimio et radiothérapie. Elle est décédée environ 6 mois après le diagnostic. La petite fille avait 2 ans. Toutes ces thérapies sont des technologies datant, disons, du milieu du siècle dernier. Les agents chimiothérapeutiques ont été mis au point dans les années 60 et sont encore utilisés aujourd'hui pour attaquer ces tumeurs car il n'existe pas de traitement plus précis dans le monde médical d'aujourd'hui. Faye n'est pas un cas isolé. Environ 35 000 enfants sont diagnostiqués avec un cancer chaque année dans l'Union européenne. L'incidence peut atteindre près de 18 cas pour 100 000 enfants et jeunes adultes. Pour certains types de cancers pédiatriques, il n'existe pas de traitement efficace, voire pas de traitement du tout. Certaines approches thérapeutiques ont peu évolué au cours des 30 dernières années.
Il est donc indispensable d'amplifier la recherche, les investissements et les efforts de réglementation selon cette fondation centrée sur la lutte contre le cancer chez l'enfant. Nous devons guérir certains types de cancers. Nous savons aujourd'hui que certains patients ne guériront jamais. Pourtant, ils n'ont pas accès à de nouveaux médicaments et il n'y a pas de recherche en cours pour en trouver de nouveaux pour ces enfants. Nous avons donc besoin de nouveaux médicaments pour guérir certains enfants atteints de cancer. Ensuite, de nombreux jeunes patients survivront et seront guéris, mais les traitements sont très toxiques à court terme. Ils sont très longs et très durs à supporter. Cela signifie que ces jeunes sont exclus de la vie sociale et scolaire et c'est très difficile à un stade de la vie où l'on doit se construire. Consciente des besoins en matière de lutte contre le cancer et d'autres maladies pédiatriques, la réforme de la législation pharmaceutique de la Commission européenne vise à ce que les études menées chez les enfants soient finalisées dans les 5 ans suivant l'autorisation initiale de mise sur le marché d'un médicament. Bruxelles a aussi proposé que tous les nouveaux produits susceptibles de présenter un intérêt en pédiatrie fassent l'objet d'un examen préalable en vue de leur utilisation chez les enfants. La simplification des procédures, l'amélioration de la transparence et le renforcement des réseaux entre patients, familles, universitaires et développeurs de médicaments devraient également contribuer à accélérer l'autorisation de ceux destinés aux enfants, selon la Commission. Les enfants ne sont pas de petits adultes. Ils ont souvent besoin de traitements et de médicaments totalement différents. Nous avons mis l'accent sur les enfants et les jeunes adultes en offrant différentes incitations, en récompensant l'innovation, dans l'objectif d'intensifier la recherche et le développement. Depuis 1 an ou 2, j'entends beaucoup plus de choses positives qui suggèrent que les gens recherchent vraiment la collaboration. Les institutions publiques sont aussi conscientes de leurs responsabilités. Et si l'on associe l'industrie pharmaceutique au secteur public et que l'on crée une structure qui leur permette de tirer parti des ressources et de mieux cibler la pédiatrie, cela devrait être possible. Il ne s'agit pas non plus d'envoyer une fusée sur Mars. Il faut des centaines de millions et pas des centaines de milliards d'euros. Je pense qu'il est possible de s'attendre à ce que quelque chose aboutisse dans les 5 à 10 prochaines années. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina Faso veut mettre l'accent sur l'importance d'éthique en milieu éducatif à travers donc l'ouverture de la première édition du Salon des innovations technologiques en éducation. Fin de ce journal, Yannick Kaboré a réalisé cette édition. Vous nous avez reçus depuis Sabou. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus.